Voilà. Vous avez bien pensé à couper les téléphones. Vous êtes dans la pénombre, allongé. Vous laissez les paupières se fermer à leur rythme. Et puis je vous demande de laisser venir vers vous l'image de la voile d'un bateau. La voile qui se gonfle quand il y a du vent et qui retombe quand il n'y a pas de vent. Et vous pouvez vous dire qu'il se passe exactement la même chose à l'intérieur de votre poitrine. C'est un rythme primaire, un rythme évident, vital. Vous pouvez laisser une partie de vous rester attentive à ce rythme-là et aussi aux diverses sensations qui peuvent survenir dans telle ou telle partie de votre corps. Oui, c'est une mission que vous pouvez confier à une certaine partie de vous. Restez attentive à ce rythme et à ces sensations. Et puis, pendant ce temps, je vais demander à une autre partie de vous de se souvenir qu'il y a toujours un passage qui vous permet d'aller de l'autre côté de vous, de l'autre côté de la conscience, dans ces autres états de conscience où tout devient possible. Ces états de conscience à la fois si proches et parfois si profonds. Ces états où tout devient simple, clair, facile, rapide, évident, limpide. Ce passage-là est unique pour chacun de nous. Et il est unique pour vous aussi. Le vôtre, je ne le connais pas. Est-ce que c'est juste une porte que vous franchissez? Est-ce que c'est un chemin, un couloir, un tunnel, un pont, un escalier, un souterrain? Je ne sais pas, c'est votre passage à vous. Et tandis que je vous laisse le temps nécessaire pour franchir votre passage, je voudrais demander à une autre partie de vous de se souvenir, tu te souviens, que de l'autre côté du passage, il y a toujours une nouvelle destination. Utile, une destination précieuse, éclairante, ressourçante. Et aujourd'hui, pour vous en parler un peu
je voudrais en quelques mots vous raconter ce qui peut se passer pour vous de l'autre côté du passage. Vous vous retrouveriez comme ça d'un coup dans un pays de forêts, de lacs et de rivières, d'immenses étendues de forêts parcourues par des rivières et des lacs assoupis, d'immenses étendues peuplées par très peu d'humains et par beaucoup d'animaux, des étendues éloignées des grandes villes. La nature y règne en maîtresse. Et c'est dans ces étendues-là qu'un jour, un promeneur s'aventure. C'est peut-être toi, pour marcher dans la forêt. Vous pouvez vous demander pour quelle raison ce jour-là, ce promeneur-là s'enfonce dans la forêt, sur un sentier qui semble déjà un peu tracé. Tu comprends ce que je veux dire? Comme une piste qui aurait été ouverte il y a longtemps, il y a très longtemps en arrière dans notre histoire. Alors, je me dis que vous pouvez parfaitement imaginer ce promeneur, c'est peut-être toi. Sur ce sentier forestier, vous pouvez l'imaginer dans une nature dont les couleurs évoluent évidemment en fonction des saisons. Toute la gamme des ocres, des verts, des dégradés de gris. Et pas seulement les couleurs, mais aussi les sons, les bruits, la respiration du vent dans les branches des grands arbres de la forêt. Le bruit des brindilles qui se brisent sous les chaussures du promeneur. Et aussi le bruit que font les petits animaux qui s'enfuient à son passage. Les écureuils, les castors, les ratons laveurs, et même parfois une biche. Et les parfums de la forêt. Parfums d'humidité, parfums de champignons cachés sous les feuilles mortes. Oui. Bruit, odeur, couleur. Et bien sûr, les matières que ce promeneur peut toucher, caresser, en s'approchant d'un arbre qu'il choisit et en posant ses mains bien à plat contre l'écorce du tronc de cet arbre-là. C'est sur ce sentier que se trouve ce promeneur, c'est peut-être toi.
Et nous pourrions dire, vous et moi, qu'il a déjà marché longtemps et que tout ce qu'il aperçoit autour de lui, ce sont des arbres, des feuilles mortes sur le sol, le chemin de terre, des brindilles, des branches tombées après un orage ou une tempête. Oui, cela fait plusieurs heures peut-être que ce promeneur marche dans cet environnement. Et voilà que soudain, avec un grand étonnement, il aperçoit là, juste là, au bord du chemin, une roche de pierre grise, une roche comme plantée dans le sol au bord du chemin. Quelque chose d'étrange, quelque chose de totalement improbable dans cet univers de bois, de terre et de ruisseaux. Que fait cette roche au cœur de la forêt? Roche unique, car aucune autre roche n'a été aperçue jusqu'à ce moment-là. Vous pourriez imaginer que notre promeneur est arrivé à un moment de la journée où il a beaucoup marché, où il sent ses muscles un peu endoloris, où il aurait juste envie de se poser un peu et de se reposer. Oui. Alors, il décide de s'asseoir et de s'adosser à la roche, de s'y adosser confortablement. Et vous savez quoi? La fatigue doit être plus grande que ce qu'il imaginait, car très vite, ses paupières se ferment, comme ça, et il s'endort. Vous et moi, nous nous comprenons, n'est-ce pas, lorsque je vous dis qu'il s'endort. Peut-être ne s'endort-il pas comme dans le sommeil de la nuit? Peut-être se laisse-t-il seulement flotter, partir à la dérive. Peut-être se laisse-t-il tout simplement emporter en toute quiétude, en toute sécurité. Que se passe-t-il alors de l'autre côté? Est-ce parce que son dos est en contact avec la roche? Est-ce pour ça qu'à un certain moment, dans son voyage, il entend une voix? Une voix dont vous pourriez vous dire, elle vient de l'intérieur de lui. Peut-être. Ou peut-être pas. Peut-être est-ce une voix qui vient de l'intérieur de la roche. Peut-être est-ce une voix qui vient de très très loin en arrière, dans le temps. Une voix qui viendrait vers lui, à la rencontre de ce promeneur
juste parce que ce promeneur-là, c'est peut-être toi, aurait pris la décision d'aller se promener dans cette forêt-là, sans savoir qu'une partie de lui savait déjà qu'il partait à la rencontre de la roche. Alors, la voie est là. Et en ce moment, il n'y a que vous et moi pour imaginer la couleur, la tonalité de cette voix. Cette voix qui se met à lui parler, un peu comme si elle te parlait, et qui lui dit: parce que tu es venu jusqu'à moi aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de cette roche. Et d'abord te dire son nom, car elle porte un nom, bien sûr. Pendant très très longtemps, on l'a appelée la roche de l'abandon. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un jour, alors que la région était peuplée, mais très peu peuplée, un jour, la misère est arrivée. La misère est tombée, s'est abattue comme une pluie glacée sur de très nombreuses familles. Des familles qui jusque-là peinaient déjà à trouver la nourriture suffisante pour l'ensemble de la famille. Des familles qui subsistaient tout juste, qui survivaient à peine. Et voilà qu'un jour, dans l'une de ces familles très très pauvres, voilà qu'un enfant de plus arrive. Un enfant de plus, c'est, malgré l'amour, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de quoi nourrir tous les enfants et la mère et le père. Alors, les premiers jours, évidemment, le sein de la mère suffit au nouveau-né. Mais voilà qu'après le temps du sein, les parents savent bien qu'ils ne pourront pas nourrir cette bouche supplémentaire. Alors, en se lamentant, en pleurant, ils emmaillotent le petit bébé dans un vieux linge. Et ils s'en vont dans la forêt. Ils s'empruntent le chemin que toi-même tu as emprunté depuis ce matin. Je me demande même s'ils savent vraiment où ils vont, ou bien si quelque chose guide leurs pas jusqu'au plus profond de la forêt. En tout cas, c'est ainsi, dans leur marche douloureuse, qu'ils arrivent devant cette roche. Et c'est tout contre cette roche qu'en pleurant, ils abandonnent le bébé. Tu comprends maintenant?
Tu comprends pourquoi cette roche porte le nom de roche de l'abandon? C'est ça l'histoire. Non, non, l'histoire n'est pas terminée. La journée s'est peut-être écoulée, je ne sais plus. Ma mémoire de roche me trahit peut-être. Le soir est arrivé. Et le soir est arrivé au moment où un autre couple, un couple ramassant du bois pour faire le feu du soir, arrive devant la roche et entend pleurer le nourrisson. Et tu sais, ce couple-là, depuis longtemps déjà, ce couple-là ne parvient pas à avoir d'enfant. Alors tout émue, la femme se penche et prend tout contre sa poitrine, le nourrisson qui peu à peu s'apaise. Les sanglots se taisent. Et cette famille soudain enrichie rentre dans son foyer. Lorsque, des jours après, et peut-être même des semaines ou des mois, je ne sais plus, lorsque la chose est connue dans le pays, alors que la misère est toujours présente, il y a tant et tant d'autres familles dans lesquelles une bouche supplémentaire arrivait. Une bouche que les parents savaient ne pas pouvoir nourrir, tant ils étaient déjà dans la peine. Tu comprends? Tu comprends qu'il y eut alors beaucoup de nourrissons abandonnés contre la roche? Et tu comprends aussi que d'autres couples, ne parvenant pas à enfanter, se rendent chaque jour, chaque soir, dans la forêt, devant la roche de l'abandon, pour voir si par bonheur, on n'y avait pas déposé un petit enfant. Voilà pourquoi cette roche porte, depuis, le nom de roche de l'abandon. Abandon d'un côté, retrouvailles d'un autre côté. Une vie abandonnée au destin et une vie que le destin offre à une nouvelle famille. À ce moment-là, la voix s'arrête de parler au promeneur. Le promeneur est toujours dans cet état de rêverie profonde dans lequel il flotte et se laisse flotter toujours plus loin. Il se demande si la voix va revenir lui parler ou pas. Et combien de temps se passe-t-il avant que la voix revienne lui parler? Je ne sais pas. J'ai oublié. Il est vrai qu'elle revient. Peut-être peu de temps après, ou peut-être au contraire très, très longtemps après, mais elle revient. Elle revient et elle murmure à l'oreille du promeneur.
pour que toutes les choses qui doivent être dites aujourd'hui soient dites. Tu dois savoir que cette roche a aussi une autre histoire. Ah bon? Oui, elle porte le même nom, mais elle a une autre histoire. La roche de l'abandon. As-tu remarqué ce petit ruisseau là qui coule juste à tes pieds, à côté de la roche? Ce ruisseau qui est là coule depuis des centaines d'années, juste à côté de la roche. L'histoire ancienne nous dit que nombreux, très très nombreux, étaient les malheureux dans ce pays. Malheureux pour tellement de raisons différentes. Malheureux de par la pauvreté, malheureux de par la maladie, malheureux de par la solitude. Oui, malheureux pour tant et tant de raisons différentes. Cette roche est la seule de tout le pays dans la forêt immense, et parce que cette roche est la seule de tout le pays dans la forêt, nombreux étaient les hommes et les femmes qui venaient marcher dans cette forêt comme si c'était leur dernier jour, tant ils étaient malheureux. Et lorsqu'ils arrivaient devant cette roche, désespérés, épuisés, comme si c'était le lieu où ils allaient mourir, ils s'asseyaient. Ils s'adossaient, ils s'abandonnaient à la roche et se mettaient à pleurer, mais à pleurer, pendant longtemps, à pleurer à gros sanglots, à grosses larmes, et toutes ces larmes qui sortaient de leurs yeux, toutes ces larmes coulaient sur leurs joues, coulaient sur leur poitrine, coulaient sur leurs bras, jusqu'au bout de leurs mains, jusqu'au bout de leurs doigts, et arrivées au bout de leurs doigts, ces larmes coulaient dans la terre pour arriver jusqu'au ruisseau. Et le ruisseau les emportait très loin, tandis que l'homme ou la femme en pleurs finissait par s'endormir d'épuisement. Qu'est-ce qui se passait alors? Ce qui se passait, c'est que il fallait le temps. Oui, le temps nécessaire à chaque homme malheureux, à chaque femme malheureuse. Le temps qu'il fallait pour vivre quelque chose de l'autre côté de la vie, dans ce sommeil profond. Alors, ouvrant soudain les paupières, ils se sentaient pour la première fois de leur vie tellement légers, remplis de l'alliance entre une immense force intérieure et une immense sérénité. Tu comprends maintenant?
Tu comprends maintenant pourquoi la roche portait déjà le même nom, mais pour une autre raison. La roche de l'abandon, c'est la roche près de laquelle on abandonnait ses larmes, ses tristesses, ses malheurs. La roche qui voyait les larmes couler jusqu'au ruisseau, et le ruisseau les emportait très loin. Qu'est-ce que c'est? Un petit bruit dans la forêt. Peut-être une biche dont le sabot a fait craquer une brindille. Voilà que soudain le promeneur ouvre les yeux. Il s'ébroue comme un chien. Il se secoue comme s'il revenait d'un voyage très lointain, très profond. Et il se demande avec curiosité, est-ce que j'ai rêvé? Y a-t-il eu vraiment une voix à l'intérieur de la roche, une voix qui m'a parlé? Quelle histoire curieuse. Est-ce que cette roche porte vraiment le nom de roche de l'abandon? Est-ce que moi aussi, sans le savoir, j'ai abandonné ce que je devais abandonner à cet endroit-là de la forêt? Après, ce qui se passe dans ce voyage ne se passe plus dans la forêt. Parce que ce qui se passe alors se passe à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous qui avez su recueillir le sel et le miel de cette histoire. Les mots les plus précieux pour vous, les mots les plus utiles, les plus réparateurs et les plus ressourçants, l'énergie la plus indispensable à vos besoins, vos attentes, à vos désirs. Alors, paisiblement, laissez revenir vers vous l'image de la voile du bateau quand il y a du vent et qu'elle se gonfle. Vous aussi maintenant, allez-y, gonflez votre poitrine, gonflez-la bien, bien, bien et surtout laissez-la se souvenir que désormais chaque fois qu'elle se gonfle, elle se gonfle d'un air neuf, elle se gonfle de l'alliance parfaite entre la force intérieure et la sérénité. Après, c'est vous et vous seul qui laissez les paupières choisir elles-mêmes le moment où elles voudront lentement s'ouvrir à nouveau parce que tout va bien.